Salut Maxence! Bonjour Thierry et merci pour l'invitation concernant ce format. Hâte de délivrer le maximum de valeur et de conseils. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. C'est effectivement une interview que j'attendais depuis un petit moment parce que tu as un parcours assez atypique. Alors si tu peux résumer ton parcours, je crois que tu étais agriculteur ou fils d'agriculteur et tu as développé un certain nombre de choses pendant une dizaine d'années. Il y a 10 ans, si on revient en arrière, c'était pas du tout le même Maxence. Est-ce que tu peux nous expliquer, te présenter, expliquer qui tu es et puis nous expliquer ce que tu as pu faire en 10 Ouais. ans? Complètement. Donc, mes grands-parents étaient agriculteurs, mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs. Mon père était également paysan. Donc, j'ai grandi de 0 à 19 ans dans la ferme agricole de mes parents, à 20 kilomètres de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc, si vous êtes de Chalon-sur-Saône ou de la Saône-et-Loire, vous allez connaître. Donc, petit village de moins de 100 habitants. Donc là, il faut vraiment se remettre dans le contexte. C'est moins de 100 habitants. Il y a plus d'animaux et spécifiquement de vaches que d'êtres humains. Donc ça, c'est la petite particularité. Et aujourd'hui, donc, je suis sur Internet et j'ai notamment donc sorti le 9 octobre 2023 mon livre De la patate à 100 patates aux éditions Gigji. Donc de la patate, la ferme agricole et 100 patates, référence au film Les Trois Frères à la fin des années 90 qui représente l'équivalent d'1 million d'euros. Donc ferme agricole, j'étais absolument pas prédestiné à faire ce que je fais aujourd'hui. Et donc, j'ai réalisé un bac ES au lycée Émile Angoté à Chalon-sur-Saône en 2008. Donc, je l'ai raté en 2007 et je l'ai obtenu en 2008. Ensuite, j'ai fait un BTS assurance à Lyon, à l'IFPAS, pour ceux qui peuvent connaître. Et ensuite, j'ai enchaîné, donc l'année scolaire 2010-2011, à Euromed Management, c'est une école de commerce. Et c'est en école de commerce que j'ai eu le déclic, puisque nous faisons tout sauf du commerce, en quelque sorte. Ça serait plutôt école de cadre supérieur. Donc, Moi qui ai fait une école de commerce, je suis tout à fait d'accord avec toi. On apprend à apprendre. voilà. Et ce qui est entre guillemets paradoxal, parce que si on fait une école de piano, ben, on s'attend à faire du piano, on s'attend pas à faire du ping-pong ou du tennis. Donc c'était là où j'ai eu un gros déclic et j'ai fait bêtement, basiquement, j'ai tapé dans Google changer de vie en octobre 2010 D'accord? et qui m'a amené à découvrir donc des livres pour changer de vie, site web d'Olivier Roland qui existe toujours. Et je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011 pour faire péter trois contraintes de la vie que j'avais identifiées notamment à travers mes études et même un petit peu avant. Internet fait péter les contraintes horaires, donc tout tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, donc ça c'est extraordinaire. Internet fait péter les contraintes géographiques. Je vous parle depuis Tallinn, la capitale de l'Estonie, à l'est, nord-est de l'Europe. Donc, l'avantage du web, hein, que vous connaissez peut-être maintenant aujourd'hui, donc plus de contraintes géographiques. Et troisième contrainte que vous n'avez plus si vous êtes déjà votre propre patron, plus de contraintes hiérarchiques. Donc, Internet est le seul levier qui vous permet de faire péter les contraintes géographiques, les contraintes hiérarchiques et les contraintes horaires. Et c'est pour cette raison que je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011, après avoir tapé changer de vie en octobre 2010, puisqu'en regardant un petit peu les business models, j'avais réfléchi à faire un restaurant comme beaucoup, pourquoi pas aussi de l'hôtellerie et tout ce qui va avec. Et comme je suis quelqu'un qui aime les chiffres et les dates, rapidement, je me suis aperçu que lancer son restaurant, sa pizzeria ou ce genre de métier, la marge était très restreinte par rapport à l'énergie, le temps, les ressources à allouer pour arriver à fonctionner. Donc, il y a évidemment toujours des exceptions, mais Internet, même si on est normal, sans être le numéro un ou le meilleur, on arrive à avoir des marges qui sont beaucoup plus intéressantes. Et puis surtout, on a cette flexibilité d'avoir une clientèle francophone depuis n'importe où dans le monde. Si vous avez votre pizzeria, je prends mon exemple à Chalon-sur-Saône, ben, les gens qui vont venir dans votre pizzeria, ça sera que les gens qui habitent à Chalon ou les environs. Mais il n'y a personne qui habite à Perpignan qui va se dire, je vais manger ma pizza à Chalon. La seule petite exception, si vraiment vous êtes un chef étoilé en termes de passage,
Mais voilà, c'est vraiment l'immense avantage du web qu'on sous-estime encore aujourd'hui et dans un monde de plus en plus digitalisé et dans l'ère d'intelligence artificielle, vous devez être dans le wagon de l'IA, du digital, si vous souhaitez prospérer plutôt que subir la vie à travers les circonstances du monde. Alors, comment tu as fait pour justement apprendre ces techniques sur Internet? Tu t'es formé? Tu as participé éventuellement à des séminaires? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as lu? Je sais pas. Ouais, donc ce qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, là vous me voyez voilà, en costume, etc. et ainsi de suite. Donc je suis vraiment parti de zéro. Et qui dit partir de zéro, ça demande énormément d'énergie, de temps et de focus. Donc pour vous donner un exemple chiffré, pour réaliser mes premiers 100 000 € de vente cumulés, hein, pas par an, cumulés, j'ai mis 4 ans. 2011, 0, 2012, 8 000, Ouais. 2013, 32 000 et 2014, 71 000. Donc j'ai mis 4 ans pour faire mes premiers 100 000 € de vente. Pourquoi? Puisque je n'avais rien. Donc j'avais zéro connaissance, zéro compétence, zéro réseau, un capital de 6 000 € à l'époque. Et également, j'ai pris conscience, donc ça c'est en 2014 en faisant des événements, ainsi de suite, j'avais même pas conscience que j'avais été conditionné, que j'avais des peurs, des bagages émotionnels, etc., etc. Donc quand on doit faire face à ces peurs, ces bagages émotionnels, ces croyances limitantes et son conditionnement, ça demande aussi du temps de changer. Donc l'analogie que j'aime bien évoquer, quand vous avez un enfant, ben, il est tout petit, et puis 18 ans après, il devient adulte. Ben, c'est un petit peu la même analogie à avoir dans sa croissance personnelle ou même l'entrepreneuriat. Dans une société, on veut tout de plus en plus vite. La C'est sûr. réalité, c'est que ça prend du temps pour se transformer. Ben, on ne devient pas adulte en 3 mois, ça prend de zéro en quelque sorte 18 ans approximativement pour passer de on est un nouveau-né de seconde à on est adulte en quelque sorte. Bah, c'est la même analogie à avoir. Voyez long terme, très long terme, Ouais. 10 ans, 15 ans, 30 ans. Moi, j'ai une vision à 50 ans, bah, tout au long de ma vie, d'être une meilleure version de moi-même et de pouvoir apporter le meilleur. Et quand vous faites ça, vous allez avoir l'effet exponentiel au fil des ans et au fil des décennies. Alors, au fil des décennies, j'ai pas encore expérimenté, mais de nombreux mentors me l'ont expliqué et je le vois pour ma propre personne, l'effet exponentiel qui a lieu au fil des ans. Donc, d'où l'importance de continuer à Mais progresser un pas après l'autre et victoire quotidienne. j'ai une question, Maxence. En fait, ce qu'il faudrait que tu expliques, je pense, parce que ça serait intéressant, c'est qu'est-ce qui t'a drivé finalement? Quel a été ton pourquoi dans toutes ces années pendant les 4 ans là où t'as pas dépassé les 100 000 sur l'année? Qu'est-ce qui t'a drivé? Parce euh, je veux dire, quand on n'a pas de succès, quand tu me dis qu'on fait la première année zéro, comment on fait pour rester motivé et voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer quoi? Alors, notre cerveau fonctionne en plaisir et douleur, et moi, j'avais vraiment une douleur massive qui était la suivante, c'est que je faisais peut-être quasiment un 35 heures en étant tout petit, puisque vous connaissez, vous avez certainement vu la grève des agriculteurs. Donc, l'agricole, c'est énormément de travail avec peu de résultats financiers à la sortie. Donc, bah forcément, bah, la bonne nouvelle, c'est que j'avais cette culture que j'ai toujours aujourd'hui du travail. Donc, pas mal bosser n'a pas été un problème pour moi. Par contre, bah, je voulais avoir cette liberté, donc de mouvement et un petit peu voyager à travers le monde. Cette liberté aussi financière et pas ramer à 1000 ou 1500 ou 2000 € par mois en travaillant 70 heures par semaine. Vous pouvez l'imaginer. Donc, c'est surtout ce drive-là que j'avais principalement. Et avec le recul, c'est aussi la bonne nouvelle et c'est aussi quelque chose que je garde aujourd'hui, c'est avoir cette insouciance, être un petit peu amnésique. Parce que quand vous savez en amont les choses à effectuer, voilà, bah, ça peut être décourageant. C'est un petit peu l'équivalent. Je vais donner l'exemple. Récemment, j'ai fait le mont Toubkal, qui est le sommet le plus haut d'Afrique du Nord, donc au Maroc, 4167 mètres d'altitude. Alors moi, j'ai bien dit au guide et ainsi de suite, je verrai sur le chemin, ne me dites rien et je m'adapterai. Parce que le fait de ne pas le savoir, bah, vous avez tous entendu cette citation,
ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est un peu dans, dans cette analogie de se dire, OK, je savais pas tout ce qui allait m'amener à m'amener qui je suis aujourd'hui. Et c'est aussi pour cette raison que je suis passé à l'action. D'accord. Donc, l'importance que si demain je devais apprendre le japonais, j'ai pas envie de savoir, entre guillemets, que ça peut potentiellement prendre un an, il faut que je travaille 3 heures par jour. Je mets Oui, en oui. chose les places et on voit sur le chemin pour trouver les solutions pour que je sois le plus bilingue, le plus rapidement possible en japonais, si je reprends l'exemple que je viens de vous partager. Donc mon drive, si je dois résumer, c'est avant tout personnel pour sortir de la misère financière en quelque sorte, même si j'ai manqué de rien, mais je veux dire, voilà, j'aspirais à plus que gagner 1000, 2000 ou 3000 euros par mois, c'était la première chose. Et comme je suis quelqu'un qui a eu un frère qui avait 50 plus que moi. Donc, j'avais pu le voir à Barcelone dans le programme Erasmus, où il a fait aussi un master finance à Dublin, en Irlande. J'ai un petit peu voyagé et j'ai apprécié les périples que j'ai fait pour aller voir mon frère. Donc, j'avais cette aspiration aussi un petit peu de découvrir le monde, donc l'Europe, l'Afrique et ainsi de suite. Et évidemment, si on est dans un job ou un emploi ou un business qui est cloisonné. Juste avant toi, Thierry, j'accompagne dans mon mentorat des personnes dans l'équitation. Et ils vont Ok. partir 2 semaines aux États-Unis. Ils s'appellent Julie Cubelier, Thierry Lafitte, Allegria. Ils ont un 100 chevaux, ainsi de suite. Forcément, et je comprends tout à fait d'ailleurs parce que vu que mon père avait beaucoup de vaches, eh bien, c'est sport de se dire, OK, je pars 2 semaines aux États-Unis en sachant qu'on a 100 chevaux dans leur établissement, ainsi de suite. Donc, faut coordonner les gens, tu croises un peu les doigts qu'il n'y ait pas trop de couilles en last minute, et ainsi de suite. Et c'est ça que j'apprécie avec Internet, c'est que ton business, c'est directement dans ton smartphone et ton ordinateur ou ton MacBook Pro. Il n'y a pas de gestion du stock ou ces problématiques d'un business physique. Enfin, pour donner un autre exemple, mes parents Intégré, quoi. m'ont offert une jument pour mes 10 ans, donc en août 1999. Aujourd'hui, elle a plus de 29 ans, elle est un petit peu fatiguée. Voilà, logique, elle est un peu sur sur la fin parce qu'un cheval vit entre 30 et 35 ans, elle a plus de 29 ans. Donc, évidemment, je sais ce que c'est quand on a des animaux ou un business physique qui a une logistique et ce que j'estime un challenge additionnel versus un business digital où on a la chance et le bonheur. Demain, voilà, je suis, on va dire, au Costa Rica. Eh bien, je peux gérer mon business pareil. Le seul petit élément, c'est le décalage horaire, mais il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ok. Dis-moi, donc en fait, si je comprends bien, on minimise ce qu'on peut faire en 10 ans et on maximise ce qu'on peut faire en un an, quoi. Ouais, exactement. Et vraiment avoir cette vision long terme, très, 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 très long terme dans tout ce que l'on fait, Ouais. d'apporter de la valeur, puisque l'univers et les bonnes actions que vous mettrez en place tout au long de votre vie, vraiment, si vous avez une vision sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, faites-le. Et même si aujourd'hui vous dites, OK, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, mettez aussi les principes pour vivre jusqu'à 100 ans. Moi, j'ai pour ambition de vivre au moins jusqu'à 100 ans. Et si je peux, voire 2100, sachant que je suis né le 8 août 1989, donc ça me ferait 110 ans, 110 ans, 111 ans. Ouais. C'est l'un de mes grands goals. Mais moi, je vais travailler au moins jusqu'à 85 ans minimum parce que j'aime ce que je fais. T'as pas l'impression de travailler, quoi, finalement. Exactement. Et Ouais. je sais l'importance de faire des choses plutôt que, on va dire, s'abrutir l'esprit devant des journaux, une radio ou la télé. C'est Donc, ça. réalisez vos rêves le plus possible Mm. et offrez de la valeur aux autres, un sourire, une bonne action. Dès que vous pouvez faire quelque chose qui va rentrer positivement dans la vie d'autrui, faites-le. Et si vous le faites tout au long de votre vie, je suis sûr à 100% que des bonnes choses iront dans votre vie. Ouais, c'est l'effet cumulé. Il y a un bouquin là-dessus de Darren Hardy, d'ailleurs, qui est assez bien fait. C'est les petites choses que tu fais au quotidien qui vont t'emmener vers les grands objectifs de ta vie, quoi, finalement. Ouais, exactement. Mhm. Ok, dis-moi, alors ça ressemble à quoi une journée type de Maxence? Tu te lèves tôt, voilà, quelle hygiène de vie tu as, comment ça s'organise en fait?
Ouais, bah c'est hyper simple. Maintenant, je précise que je n'ai pas d'enfant. Donc, c'est aussi peut-être pour cette raison que ça facilite évidemment par rapport à cela. Donc, en gros, j'ai deux types d'agenda. Donc, j'ai un type d'agenda à peu près 40 semaines par an qui est plus ou moins le même et que je vais vous partager dans quelques instants. Et ensuite, j'ai le deuxième type d'agenda, donc 12 semaines par an qui sont les vacances ou des potentiellement déplacements pour des événements auxquels j'interviens ou je participe ou des masterminds que je réalise. Donc, pour les 40 semaines par an, plus ou moins carrés, donc du lundi au vendredi, donc je me lève généralement entre 8h30 et 9h, heure d'Estonie, donc on a une heure d'avance par rapport à la France. Donc réveil entre 8h30 et 9h, donc d'où la précision que je n'ai pas d'enfant, sinon peut-être je pourrais pas me lever comme Ouais, ça. ça serait peut-être un peu plus compliqué. Un peu plus Faut sport. déléguer, quoi. Faut avoir une aide ménagère ou quelqu'un qui les emmène à l'école, qui les lève. Exactement. Et du coup, je fais un petit réveil matinal, donc c'est très simple. Numéro un, petit réveil musculaire. Donc ça me prend, on va dire, 5 minutes. Ensuite, je vais réaliser des affirmations positives. Je suis un gagnant, je suis un leader, je suis un champion pour conditionner le cerveau. Donc réveil musculaire. Ensuite, affirmation positive. Ensuite, je vais mettre la main sur mon cœur pour la gratitude. Donc, je vais remercier toutes les belles choses qui sont dans ma vie. Donc, merci Internet, merci de vivre, merci de respirer, etc. Ensuite, je vais réaliser un petit exercice de cohérence cardiaque pour bien, Inspiration. voilà, la respiration pendant 4-5 minutes. Et je vais terminer par une visualisation où je vais vraiment visualiser mes rêves et mes objectifs pour garder ce focus et ce one things dans la direction, le GPS dans lequel je souhaite aller. Donc réveil musculaire, affirmation positive, gratitude, cohérence cardiaque, visualisation. Donc ça me prend, il y a plusieurs formats, mais quand je le fais tous les jours, format 15 minutes ou ce qui me permet tout de suite, et après je démarre la journée au plus tard à 9 heures avec des petits calls avec les membres de mon équipe. Et je me pose toujours cette question. Si ma journée, donc c'est 9 heures, doit se terminer à 14 heures pour X, Y, Z raison, quelles sont les véritables priorités qui doivent être réalisées? Donc de 9 heures à 14-15 heures, je fais vraiment les grosses pierres. Ou voilà, s'il y a une couille dans ma vie à 15 heures, bah voilà, au moins les grosses pierres de la journée ont été effectuées. Et ensuite, je fais souvent 15-19, où là, c'est à toutes les petites choses un peu futiles, mais qui doivent être effectuées, bah, des virements, des signer des fois des documents, des calls et ainsi de suite. Administratif, quoi. Ouais, administratif et ainsi de suite. Et après, ce que je fais, j'ai aussi dans la semaine, donc du lundi au vendredi, je vais découper globalement ma semaine en trois pôles. Donc le lundi, c'est le lancement de la semaine et puis on met toutes les petites choses en place et ainsi de suite. Donc lundi, je n'ai pas de rendez-vous. Ensuite, le mardi, je fais tous mes coachings. Donc tous mes coachings, appels d'équipe, recrutement et potentiellement interview. Ouais. Mercredi, jeudi, pareil, trame de fond de mon business. Et le vendredi, on réalise cet enregistrement vendredi, le vendredi après-midi, pareil, quelques coachings ou call d'équipe ou interview, etc. Comme ça me permet de lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, je suis pas dérangé. Mardi, rafale, coaching, appel d'équipe, plus recrutement et ainsi de suite. Et puis pareil pour, ça dépend des vendredis, vendredi après-midi, tu vois, ce soir, j'ai un petit entretien avec un monteur vidéo qui va peut-être intégrer mon équipe. Et Et recrutement. j'ai une inscription mastermind qu'on valide également. Et puis j'ai un petit coaching aussi avec une membre de mon mentorat. Ok, ok. Et en fait, donc tu déjeunes le midi, tu fais des pauses, comment ça marche? Très bonne remarque, Thierry. Je ne mange pas la journée, je mange qu'une fois par jour. Ah ouais, d'accord. Donc, je fais un 9-19 tout droit. Straight to the point. Donc, vous avez compris aussi pour arriver à faire un 9-19 tout droit, d'où l'importance de faire les choses les plus importantes le matin, puisqu'on a tous un réservoir de volonté. Et plus les heures passent, plus il diminue. Et forcément, à 20 heures, on est un petit peu lessivé versus quand on démarre à 9 heures du matin. Donc, je ne mange pas pour trois raisons. La première raison, c'est l'aspect santé. Donc, toutes les études ont montré que si on laisse plus de 16 heures sans manger, donc vous avez entendu le fasting ou le jeûne intermittent,
Ça réduit cholestérol, diabète, hypertension, etc. Donc, numéro un, aspect santé. Donc, ma recommandation, hein, moi je fais une fois par jour, 250 jours par an et deux fois par jour les 100 jours restants. Et puis peut-être 15 jours par an, on va dire quasiment trois fois par jour. Mais c'est très rare que je prenne un petit déjeuner. Donc, vous pouvez faire 13h, 20h, par exemple. Comme ça, si vous arrêtez de manger, on va dire à 21h30, on va dire 22h pour faire ça, de 22h à 13h le lendemain, vous avez déjà eu 15 heures. Donc, dans l'idéal, c'est au moins 16 heures. Alors, moi, je fais une fois par jour quand je suis en Estonie, donc c'est plutôt pratique. Donc, santé. Ensuite, gain de temps. Focus 9-19. Et numéro 3, il y a l'aspect aussi digestion. Parce que quand vous mangez, admettons, vous faites un repas à 14 heures, Ouais. On a tendance à évidemment, piquer du nez à la sieste. beaucoup alors que moi, vu que j'ai pas mangé Thierry depuis hier soir, on réalise l'enregistrement. Moi, c'est quasiment 15h30 en Estonie. D'accord. Évidemment, j'ai pas de coup de barre. Tu vois, je suis pumpé up, je suis chaud jusqu'à. Je vais manger à. Je pense que je vais même manger à 21h là, ce soir parce que j'ai un dernier call à 20h30. Je vais manger tranquillement. Voilà, donc faites ce qui est le mieux pour vous. Mon épouse mange plusieurs fois par jour parce qu'on a tous euh, Les rythmes, ouais. c'est-à-dire prototype, c'est pas le bon terme, mais on a tous un rapport à notre corps qui est différent. Bien sûr. Moi, personnellement, ça me convient très très bien. Mhm. Donc, je suis quelqu'un, quand je suis en Estonie, 40 semaines, peut-être pas 40 semaines, mais 35 semaines par an, je mange qu'une fois par jour. Par contre, quand je suis en déplacement ou quoi que ce soit, je mange tout le temps que deux fois par jour. Parce que quand je suis en vacances l'été, je vais prendre un gros petit déjeuner à 10 heures du matin. Et Mhm. puis après, je remange tranquillement à 18-19 heures le soir. Mais si je mange un gros petit déj de l'hôtel avec les buffets à 10h30 le matin jusqu'à 11h30, évidemment, je remange que à 18 heures. Je ne vais pas manger à 14 heures, j'aurais pas faim, quoi. Tu commandes sur un hamac lors d'une plage et puis c'est tout ce que tu vas. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez aussi soit perdre du poids, manger mieux et manger moins souvent, parce que souvent, il n'y a pas non plus de mystère par rapport à ça. C'est nombre de calories ingurgitées versus nombre de calories brûlées. Donc moi, j'ai un métabolisme qui brûle à peu près 1600 calories jour sans rien faire. Donc j'ai un bon métabolisme, j'ai de la chance. Mais je suis comme tout le monde. Si je mange 10 000 calories par jour et que j'en brûle 3000, je vais prendre du poids. Hein, personne n'est magicien, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis inversement, si vous brûlez 6000 calories par jour parce que vous faites du sport, je ne sais quoi, et que vous en mangez 5000, même si vous en mangez 5000, si vous en brûlez 6000, évidemment, vous allez perdre du poids. Simple, rapide, efficace. D'ailleurs, je crois que tu fais de la course à pied. Est-ce que tu te mets des plages d'entraînement dans tes journées? Exactement. Donc, en gros, je cours le samedi et dimanche. Donc, grosse session le matin, environ chez mes sorties longues. Et je fais un autre entraînement la semaine. Donc, j'aimerais m'entraîner plus, mais aujourd'hui, je suis en aspect logistique. J'arrive à m'entraîner que trois fois par semaine. Et après, objectivement, vous allez me dire, Maxence, c'est une excuse. Vous avez raison. C'est pas non plus ma priorité d'être un coureur extraordinaire. Donc, je cours pour avoir un bon niveau. Mais évidemment, si ma priorité était de battre tous mes records personnels, je courrais davantage et je ferais un peu moins de business. Logique. Ouais, c'est important ce que tu dis parce que l'entraînement, finalement, c'est la clé. À partir du moment où tu t'entraînes, même sur le business, où répètes les choses, forcément, à un moment donné, tu vas déboucher vers une réussite. Ouais, et rappelez-vous, quand vous vous mettez un objectif ou quel que soit ce que vous entreprenez, c'est de vous dire, est-ce que je suis en mesure de le faire 3 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans? Donc c'est mieux, prenons l'exemple de la course à pied, mais c'est pareil de le business, c'est mieux de vous dire, je fais un webinar tous les 15 jours, mais je vais le faire dans les 10 prochaines années. C'est mieux de vous entraîner une ou deux fois par semaine, mais je vais le faire pendant 25 ans, plutôt que se dire, le classique, tu vas aller à la salle de sport tous les jours ou tous les 2 jours, et puis au bout de 2 mois, t'arrêtes parce que ce n'est pas possible. Et c'est l'exemple du rituel que je vous ai évoqué il y a quelques instants. J'ai un rituel de 10-15 minutes, donc j'ai aussi un format un peu plus long, mais pour pouvoir le faire 5 à 6 fois par semaine, quasiment tous les jours, je suis obligé d'avoir un rituel maximum de 10-15 minutes, puisque si mon rituel dure 1 heure ou 2 heures, qu'est-ce qui va se passer? Je suis comme tout le monde, je vais arrêter.
Parce qu'on, voilà, c'est pourquoi se brosser les dents, on le fait tous les jours? Parce que ça prend 2 minutes. Si maintenant se brosser les dents, ça prenait une demi-heure, on serait très nombreux sur cette terre à se brosser les dents peut-être une fois par semaine ou tous les D'un jours. coup, il a fripouille dans les visiteurs. Exactement. Donc, d'où l'importance, quand vous faites des choses, c'est toujours vous dire, je le fais moins souvent, Ouais. mais le but, c'est d'arriver à le faire pendant de nombreuses années. En tout cas, moi, c'est mon paradigme, ma philosophie dans tout ce que j'entreprends. Et dès que je me dis, c'est du tous les jours, bah, je sais que je ne vais pas tenir sur long terme. Donc, soit je le fais pas, soit bah, je me dis, OK, une fois par semaine, cette chose-là, et ainsi de suite, parce que bah, on a tous que 24 heures par jour, donc notre temps est limité. C'est clair. Et on parlait de santé, d'alimentation. Est-ce que tu bois beaucoup dans la journée? Ouais, ouais, peut-être 2 3 litres minimum. De l'eau, hein, de l'eau, hein. Ouais, bah, alors j'ai de l'eau, j'ai des compléments alimentaires également. Ouais. Voilà, mais oui, par contre, chose que je n'ai jamais réussi à faire jusqu'ici, comme des milliards d'êtres humains, c'est de stopper vraiment le sucre. Ah, Maintenant, j'arrive à faire des périodes 5 jours, une semaine ou 2 semaines, ça c'est bon, c'est juste que j'ai un tel plaisir, notamment voilà, quand on est français, des pâtisseries, ainsi de suite, même si c'est pas bon pour la santé, le goût est tellement bon, et ainsi de suite. C'est la seule chose que je n'ai jamais réussi à faire parce que je suis trop addicté, bah, comme des milliards d'êtres humains, à manger du sucre. ok. Quelles sont tes routines, Maxence? Qu'est-ce que tu mets en place régulièrement? Justement, on parlait effectivement de ces 15 minutes minimum que tu mets en place tous les matins parce que, évidemment, bah, tu mets un focus sur toi avant de mettre un focus sur les autres. Et ça me paraît très, 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 très bien. Et du coup, quelles sont tes routines? Ouais, donc le réveil musculaire que je vous ai évoqué tout à l'heure, là en 10 15 minutes. Ensuite, 3 entraînements de course à pied par semaine. Manger une fois par jour environ 200 à 250 jours par an, donc notamment quand je suis en mode en Estonie tout seul et ainsi de suite. Et ensuite 2 fois par jour quand je suis plutôt bah, en déplacement ou en vacances et ainsi de suite. Donc ça, c'est dans mes routines. Et ensuite, autre routine, je délègue le plus possible ma vie personnelle. Donc, je vais donner un exemple tout bête. Donc quand on parle souvent de délégation, la première chose à déléguer selon moi, souvent, au lieu de déléguer sa vie professionnelle dans un premier temps, ça va être de déléguer sa vie personnelle. Donc, typiquement, chaque jour, là, quand je suis en Estonie, bah, je me fais livrer un repas. Donc, j'utilise une application Smart Food. Il y a Tu également MyPrep. Si vous êtes en France, il y a cuisines jamais, en fait. Ouais, non, 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 ouais, je confirme, c'est soit je mange un peu dans les restos, mais en Ouais. mangeant des trucs healthy, soit je me fais livrer. Ou après, je vais me cuisiner, mais un truc vraiment basique, on va dire des pâtes pesto ou des petites choses avec des légumes et ainsi de suite, mais c'est très, 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 très basique. Donc, libérez votre temps personnel. Donc, évidemment, j'ai une femme de ménage. Les seules choses que je n'ai pas déléguées aujourd'hui, c'est le coiffeur. Je dois quand même me rendre chez le coiffeur, mais je vais spécifiquement chez un coiffeur qui T'as pensé à transforme. la boule à zéro, non? Voilà. Pas encore, mais why not? Why not? Parce que ça, c'est super. Un coup de tondeuse et c'est c'est bon. Rapide. Donc, rappelez-vous, déléguez votre vie personnelle. Donc, vous pouvez avoir une assistante de vie à Madagascar pour 500 euros par mois. Vous avez vos billets de train, vos billets d'avion, les logistiques pour vos vacances, moi, toutes ces choses-là pour vraiment me libérer du temps. Et ensuite, donc ça, c'est quelque chose que souvent les êtres, bah, j'aime bien poser cette question, qui vaut plus que 5 euros de l'heure? Donc, tout le monde lève la main. Qui a une assistante à Madagascar? Très peu de gens. Donc, c'est vraiment un game changer. Dès que vous voyez, vous faites une action qui n'a pas de valeur ajoutée et vous avez besoin de racheter du temps, Madagascar, 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 ça sera pertinent et surtout, ça vous permettra de vous libérer de la charge mentale parce que quand on est entrepreneur et chef d'entreprise, en plus de racheter du temps, on doit racheter de la charge mentale. Donc, j'ai pas de voiture, par exemple, parce que comme je suis résident à Tallinn, la capitale, eh bien, quand je dois me déplacer, je prends un Bolt ou Uber. C'est Bolt qui est connu en Estonie puis qui existe également en France parce que c'est estonien.
Pourquoi? Parce que j'ai pas de charge mentale à me dire est-ce que je dois faire un feu rouge à droite, à gauche, et ainsi de suite. Mon cerveau doit être le plus libéré pour les fortes valeurs ajoutées si vous voulez prospérer. Euh, je vous donne un exemple extrême, mais qui va être parlant. Pourquoi des chefs d'État ou un chauffeur et ainsi de suite? Eh bien, parce que ils doivent se libérer l'esprit de qu'est-ce qu'ils vont manger, comment ils vont se déplacer, ainsi de suite. Et nous, on a l'avantage en 2025, 2026, c'est d'avoir des chauffeurs. Bah, quand on doit se déplacer, tu prends un Uber, un Bolt, ça coûte quelques euros, quelques dizaines d'euros en fonction de la distance qu'on doit effectuer, mais je ne dois pas me dire où est-ce que je dois garer ma voiture, est-ce que je dois l'amener au contrôle technique, est-ce que je dois faire le plein d'essence, et ainsi de suite. Non, bim bam boum, quand je dois me déplacer, quelques euros, quelques dizaines d'euros en fonction de la distance, simple, rapide, efficace, et ça me libère l'esprit de Ouais. quand on a une voiture. Donc après, si vous habitez à la campagne comme mes parents, je comprends que vous avez une voiture, on est d'accord, mais vous comprenez l'idée de on doit se libérer l'esprit, la charge mentale pour avoir le moins de micro-tâches à penser toujours et encore. Et ensuite, dans l'idéal, de pouvoir libérer aussi toutes les petites actions que vous effectuez de votre vie personnelle pour, Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, les actions là. Quelles sont les trois actions les plus importantes qui t'ont fait gagner le plus de temps dans ta vie? donc qui m'ont fait gagner le plus de temps. Bah, je dirais donc première action, avoir une assistante de vie à Madagascar. Ouais, Ouais, mais quand je dis assistante de vie, parfois on peut me dire, ouais, mais moi, j'ai pas 20 heures, 30 heures, 40 heures, 50 heures pour des billets d'avion, des billets de train, etc., etc. Mais c'est toutes les petites choses à côté. Donc, quand je dis assistante de vie, c'est dans votre business. Peut-être qu'il y a des choses administratives qui sont chiantes. ah oui, Madagascar. Peut-être que dans votre business, donc moi, j'organise des événements, des masterminds. En soi, c'est pas compliqué. Mais il faut appeler les hôtels, regarder un peu les prix, etc. logistique à mettre en place, ouais. Voilà, c'est du temps, du temps, du temps, du temps, du temps, du temps, du temps. Donc moi personnellement, j'ai une assistante de vie à Madagascar et j'ai une assistante de direction. Donc là, mon assistante de direction, c'est plus, on est relié au marketing, à faire tous les contenus, qu'il n'y ait pas de faute, que ça soit de la bonne relecture, chose que ne fait pas mon assistante de vie à Madagascar. Donc moi, je paye un peu moins de 1 000 € par mois pour avoir une personne à temps plein qui bosse genre 45 heures par semaine pour moi, pour toutes ces petites choses-là. J'ai fait récemment le Mont Toubkal, je vais faire un petit sommet en Roumanie. Pareil, bah, c'est des travails de recherche qui sont pas compliqués en soi, mais à chaque fois, 1 heure par-ci, 2 heures par-ci, et ainsi de suite. Madagascar. Donc, numéro un, avoir une assistante de vie, soit à temps partiel ou à temps plein. Première action qui m'a fait gagner le plus de temps et du coup, par ricochet, d'argent. Ensuite, la deuxième action, c'est d'avoir des gens dans votre équipe qui sont plus brillants, Ah, pertinents, ouais, performants par rapport à vous sur des points clés. ok. Donc, si c'est un vidéaste, eh bien, vous avez fait, voilà, il sait filmer un bon teaser ou réaliser un bon Reels, etc. Donc, deuxième action, c'est de vous entourer ce qu'on appelle des A-players, donc Ligue 1, donc des gens qui sont brillants pour vous permettre, donc un bon recrutement, ça permet de faire gagner de l'argent puisque ça vous libère du temps, de la charge mentale et vous achetez une compétence qui va permettre à l'entreprise de pouvoir croître. Et ensuite, le troisième point qui m'a fait gagner le plus d'argent, c'est de faire des offres irrésistibles. Donc, il y a 4 types d'offres irrésistibles. Il y a les offres irrésistibles pour faire passer un prospect en client. Normalement, la majorité des gens le font si c'est des bons vendeurs, marketeurs, etc. Donc, offres irrésistibles pour faire passer un prospect en client. Maintenant, il y a 3 types d'offres irrésistibles que peu de personnes font et qui feront une grosse différence dans votre business et vos finances. Deuxième type d'offres irrésistibles, c'est faire des offres irrésistibles de parrainage. Donc, ce qui signifie de faire une offre irrésistible pour le parrain et le filleul, donc la personne parrainée. Donc, prenons un exemple, si on fait une entreprise célèbre qui s'appelle Dropbox ou Uber, eh bien, si vous parrainez quelqu'un, vous avez 2 gigas offerts pour vous et pour la personne que vous avez parrainée. Ou si on prend l'exemple de Bolt ou de Uber, un bon parrainage, c'est tu parraines quelqu'un, tu as 15 € de réduction sur ta prochaine course et la personne qui a été parrainée a elle aussi 15 € de réduction pour sa première course. Voilà, Ouais. et là, donc, offre irrésistible de parrainage. À Ensuite, Boursorama, ils font ça aussi. Oui. Boursorama, excellent, hein, et absolument. Donc, ils ont compris la puissance du parrainage.
Troisième type d'offre irrésistible, l'offre irrésistible pour les partenaires stratégiques. Donc, qui à vos clients et ne vend pas ce que vous vendez? Donc ça ferait une grosse différence. Donc là aussi, une bonne question, une grande question à poser, c'est qu'est-ce qui ferait qu'on puisse collaborer ensemble sur le long terme? Et la quatrième type d'offre irrésistible, c'est l'offre irrésistible de renouvellement, fidélité, continuité, parce qu'on sait tous que ce qui est le plus difficile et le plus coûteux et tout ce qui va avec, c'est de faire passer un prospect en client. C'est la chose la plus difficile pour 100% des business. Et ensuite, bah, quand vous avez des gens qui ont confiance en vous, eh bien, que pouvons-nous proposer pour que ces personnes continuent d'être à nos côtés 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? L'exemple très célèbre que l'on connaît tous, Apple avec le nouvel iPhone tous les Ah ans. oui, les version 16, et puis on y va, quoi. Voilà, après 17, 18, 19, 20. Et évidemment, voilà, même si vous achetez pas forcément peut-être le dernier iPhone tous les ans, si vous l'achetez tous les 3 ans, eh bien, même si c'est dans la version 20, c'est comme si vous aviez acheté 7 fois dans leur business et c'est sans fin. Donc ça, Mm. c'est très appréciable. Donc rappelez-vous, offre irrésistible pour faire passer un prospect client, offre irrésistible pour les parrainages, offre irrésistible pour les partenaires et offre irrésistible de continuité, fidélité, renouvellement. Et la question que vous devez vous poser, et ça va vous permettre de générer des millions. Moi, j'aime toujours me dire, quelle que soit l'offre irrésistible que je dois faire sur les 4 offres que j'ai évoquées, c'est si la suite de mon entreprise dépendait du oui d'un prochain client, quelle offre méga, ultra, incroyablement irrésistible réaliserais-je? Et à chaque fois, bien, c'est des maths et des stats. Si vous faites ça et l'offre elle est vraiment dingue, bah, si avant il y avait une personne sur 100 qui vous disait oui, bah, peut-être que maintenant il y en aura 12. Ou avant il y avait peut-être 8 personnes qui vous disaient oui, maintenant il y en a peut-être 14. Et c'est une garantie d'avoir toujours des clients parce que en fait elle est tellement dingue, l'offre, que il y a forcément des gens qui vont dire oui. Pourquoi? Parce que dans une société, bah, tout le monde n'est pas fauché non plus et ainsi de suite. Donc si l'offre elle est vraiment dingue, c'est mathématique et statistique, les gens vont l'acheter. Et après, est-ce que c'est 2%, 1%, 5%, 10%, 15%, tout dépend du prix du produit, de l'avatar, de l'offre. Mais vous avez compris l'idée, ce qui permet, peut-être que vous êtes dans ce cas de figure, vous dites, mais comment c'est possible qu'il y ait des entrepreneurs, année après année, bah, ils réussissent, entre guillemets, alors que d'autres, soit rament ou ont des difficultés parce que ce paramètre-là est aussi pris en compte, l'offre irrésistible est dingue. Et souvent, bah, la majorité du temps, l'offre, elle est sur le papier, elle est censée être irrésistible, mais dans la réalité, elle ne l'est pas. Et c'est une vraie question à vous poser. Et quand vous avez bah, quelques interrogations, c'est de demander à vos clients, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans l'offre que tu aimerais avoir? Qu'est-ce qu'il y a dans l'offre qui est inutile à tes yeux? Et qu'est-ce qui ferait que l'offre est irrésistible pour toi? Donc, rappelez-vous, une offre est toujours une co-création entre vous et vos futurs clients. Oui, de toute façon, il faut se mettre effectivement à l'écoute des besoins du client, ça c'est évident. Et du coup, on peut parler rapidement de ton business. Toi, tu t'es spécialisé dans les tunnels de vente, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Donc aujourd'hui, nous accompagnons les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à augmenter de 20 à 100% leur chiffre d'affaires avec un tunnel de vente clé en main. Donc le mot-clé que j'évoque, tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente, ce qui nous permet d'avoir un positionnement unique sur le marché. Et on a cette particularité de Done for You, donc où on réalise avec le client son tunnel, donc l'implémentation technique, la mise en place des campagnes publicitaires pour que vous puissiez avoir des prospects qualifiés qui rentrent dans votre tunnel et puis ensuite les convertir bah, soit à travers un webinar, une prise de rendez-vous Calendly ou un challenge, un bootcamp ou même quel que soit le type de tunnel de vente que vous réalisez. Ok, ok. Non, cette précision, elle est importante parce que finalement, quand on a un business qu'on veut développer, l'aspect marketing, on n'est pas toujours au top, on n'est pas toujours euh, au fait de ce qui peut se faire et le done for you, il est génial, quoi. Ouais. Et rappelez-vous les grandes questions que je vous invite à vous poser. Première grande question, quel est mon positionnement unique? Qu'est-ce qui me distingue du reste du marché?
Ça, c'est une vraie grande question à se poser. S'il n'y a rien aujourd'hui à part le prix, bah, c'est très dangereux. Donc, je vous invite USP. à vous poser cette grande question. Ouais. Ensuite, deuxième grande question, quel est mon avatar client idéal? Donc, on a l'avatar client idéal, l'avatar client et l'anti-avatar. Donc, je vous donne mon exemple personnel. Tout entrepreneur entre 500 000 euros et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, c'est l'avatar client idéal. Mhm. 100 000 à 150 000, pardon, 100 à 150 000 à 500 000 euros, c'est l'avatar client. Et D'accord. ensuite, l'anti-avatar, entre guillemets, dans notre entreprise, c'est les gens qui sont débutants. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne les prend pas, mais c'est pas notre avatar client et c'est encore moins notre avatar client idéal. Et du coup, votre communication doit être effectuée le plus possible sur l'avatar client idéal. Donc, Ouais. si je donne un exemple dans l'investissement, c'est comme si vous aviez l'avatar client idéal, un investissement à partir de 100 000 euros. C'est l'avatar client idéal. Ensuite, l'avatar client entre 20 000 et 100 000 euros. Et ensuite, l'anti-avatar 0 à 20 000 euros, dans mon exemple. Donc, ça veut dire que si quelqu'un, vous êtes gestionnaire de fortune ou gestionnaire de patrimoine ou que sais-je, vous dit j'ai 5 000 euros à placer, ok, bah, entre guillemets, c'est pas chez nous. Nous, c'est à partir de 20 000 et dans l'idéal supérieur à 100 000 euros, vous comprenez l'idée. Ouais, bien sûr. Dis-moi, Maxence, qu'est-ce que tu délègues dans ton business et comment tu recrutes tes partenaires? Parce que ça, c'est une véritable interrogation. Souvent, on se trompe quand on recrute. Comment tu... Alors, ça ne veut pas dire que tu as 100% de réussite, Oh mais non, comment tu fais là, pour recruter des personnes qui vraiment vont bosser pour toi, pas corps et âme, mais qui vont se donner vraiment dans l'esprit de ce que tu veux mettre en place? ouais, complètement. Donc déjà, concernant le recrutement, je vous invite dans un premier temps à être focalisé sur bah, l'assistante de vie pour vous libérer de l'aspect personnel. Et ensuite, juste après, il y a deux postes. C'est l'aspect technique, donc tout ce qui est relié à la technique de votre business, et ce qu'on appelle aussi le SAV, donc service client, ou encore le poste de CSM, Customer Success Manager, le onboarding un petit peu client. Ça, c'est les principaux postes là. Ensuite, ce qui va permettre d'attirer des personnes très qualitatives, c'est numéro un, la vision, mission et valeurs de l'entreprise. Donc vraiment avoir cette vision claire. Numéro deux, les valeurs. Quelles sont vos valeurs? Donc qui se ressemblent, s'assemblent. Et numéro trois, ça va être de donner des KPI précis. Donc c'est un petit peu comme un tunnel de vente, mais au lieu d'avoir un tunnel de vente prospect à client, bah là, c'est un tunnel de vente recrutement, tunnel de vente talent. Pourquoi? Puisque sur 30, 50 ou 100 candidatures, il y a peut-être uniquement un, deux ou trois personnes dans toutes les personnes qui ont postulé qui ont le véritable niveau pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc, c'est prendre du temps à, entre guillemets, filtrer, donc dans un premier temps, faire une fiche détaillée précise du profil de poste que vous recherchez. Donc, fiche détaillée notamment avec un Google Form. Une fois que vous avez listé en détail le profil que vous recherchez, je vous invite à faire, il y a deux options, hein, suivant là où vous en êtes. Si vous avez quelqu'un, moi aujourd'hui, c'est un ou une membre de mon équipe qui va réaliser une petite visio de 10-15 minutes déjà pour faire un Ouais. premier état des lieux. Ensuite, moi, je fais la visio avec la personne en question pour affiner en 15 à 30 minutes. Et après, très rapidement, bah, tout de suite, on rentre avec un échantillon test. Voilà, Mhm. voilà, entre guillemets, on arrête de parler, on se met en situation réelle, échantillon test. Ouais, tu fais un test. Ouais. Voilà, si l'échantillon, bah, là, l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai avec quelqu'un qui allait certainement être monteur de mes réels, etc. Donc, très simple. On va faire un échantillon test bah, d'un réel, déjà voir si ce que ça me convient. Si la réponse est oui, bah ensuite on va faire ce qu'on appelle une période d'essai. Donc en l'occurrence, je vais lui donner mes 75 réels à monter. Et si bah, tout est parfait, bah, mon objectif, c'est de travailler avec cette personne sur des missions sur le long terme pour les prochains mois, les prochaines années. Donc, euh, profil de poste en étape numéro 1. Ensuite, petit entretien, soit vous, pour le filtre d'un ou d'une membre de notre équipe, on demande une vidéo aussi, de recevoir une vidéo, ça permet de filtrer les gens les plus motivés de quelques minutes, pourquoi ils aimeraient collaborer avec nous. Ensuite, entretien avec les personnes potentielles. Échantillon test en numéro 4.
période d'essai. Et ensuite, numéro 6, long terme, si c'est soit une mission, bah, par exemple, pour un monteur vidéo, c'est plutôt du travail de freelance à la mission. Parfois, ça va être un temps partiel, parfois, ça va être un temps plein, tout dépend du poste, mais à chaque fois, on réalise ces étapes. Et de toute façon, avec l'échantillon test et la période d'essai, vous voyez très rapidement si ça va le faire ou pas. Ouais, ok, ok. Est-ce que tu arrives, mais justement, est-ce que tu arrives facilement à dire non aux autres sans les frustrer? Ouais, absolument. Bah, moi, en gros, c'est un peu mon speech suivant, c'est merci pour ta proposition. Cependant, ça va pas rentrer dans la vision ou encore les priorités de ma vie ou de mon business. Donc, merci une nouvelle fois d'avoir pensé à moi. Je te souhaite tout le meilleur. Et voilà, je pourrais juste pas, parce que c'est pas dans mes priorités actuellement, mais je te dis à très vite et au plaisir peut-être dans un événement. Enfin, un truc comme ça, je veux dire. Mais oui, oui, ouais, je dis Oui, 95. tu vas formuler une réponse, bon, politiquement correcte, on va dire. Ouais, 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 c'est rare qu'on réponde pas, mais de manière générale, on répond et puis je vais évoquer ça. Mais ouais, vous devez être une machine à dire non, 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 non. Pourquoi? Parce que bah, après, on est tous humains, on a que 24 heures par jour, on a un réservoir de Histoire de volonté. choix. Ouais, Donc, ouais. on est obligé. Voilà. Quand tu dis non à quelque chose, tu dis forcément oui à autre chose. Donc, voilà. Quand on dit non à ce qui n'était pas prioritaire, on dit oui à ses rêves et ses aspirations et ses objectifs personnels donc, et professionnels. Donc d'où l'importance, même si une nouvelle fois, comme tout le monde, on n'a rien contre les gens, mais c'est que voilà, tout le monde a que 24 heures par jour, donc on doit faire des choix, même si évidemment on aimerait dire oui, mais il faut savoir dire non par rapport à l'aspect temps, timing et focus. Ouais, le focus, c'est très important, effectivement. À partir du moment où on arrive effectivement à se mettre dans une deep zone, enfin sur du deep work et qu'on est vraiment concentré sur ce qu'on fait, ça veut dire que on a dit non à pas mal de choses avant. Ouais. Complètement. Ok, et est-ce que tu arrives, alors pour continuer, est-ce que tu arrives à repérer facilement des voleurs de temps? Alors, qu'ils soient internes par rapport à toi ou externes par rapport aux autres? Ah, complètement. Pour moi, il y a trois immenses voleurs de temps qui sont les suivants. Donc, le premier voleur de temps qu'on connaît tous, les réseaux sociaux, les médias, la télé, la société. Et pour vous partager une petite anecdote, bon, je pense que si vous êtes entrepreneur et chef d'entreprise, vous êtes moins concerné, mais cependant, on est quand même concerné. Un Français en moyenne passe environ 2 heures par jour. Donc, je crois que c'est 1h48 par jour de mémoire sur les réseaux sociaux et 3h37 par jour devant une télé. Donc, évidemment, les personnes retraitées augmentent fortement euh, Télé. la durée de visionnage de la télé, mais 3h37 par jour devant une télé plus 1h48 par jour sur les réseaux sociaux, fois 7 jours, parce que c'est pas 5 jours sur 7, c'est 7 jours sur 7, j'avais compté. Ah, vous faites le calcul, vous faites 3h37 plus 1h48 de mémoire, ça faisait 38 heures. Donc en gros, les gens passent un temps plein devant leurs écrans. Donc, quand on me dit j'ai pas le temps, ainsi de suite, donc moi, je dois peut-être passer. Je pense que je passe quand même. Parce que ça va, c'est tellement fort, les réseaux sociaux, on est happé. Je pense que je dois peut-être passer quand même 15 minutes en tant que consommateur par jour sur les réseaux sociaux. Parce que même si je me discipline, mais je sais que ça va tellement vite que 15 minutes, t'as Ouais, pas le non, temps. mais c'est addictif, t'as raison, hein, c'est vraiment, C'est trop bien fait, quoi. on va C'est scroller. puissant. Tu regardes deux, trois stories, boum, nanana. Le temps va tellement vite. Donc, c'est très addictif et c'est très bien fait, évidemment. Et après, donc moi, bon, je regarde pas la télé, les journaux, la radio. Donc, ça, c'est good. Cependant, là où je peux me faire attraper, mais ça va, c'est YouTube. Parce que YouTube, c'est quand même une télé, entre guillemets. Mais l'avantage, c'est que quand je suis 2 3 heures sur YouTube, je vais quand même écouter des contenus, des podcasts business très inspirants. Oui, Je vais pas regarder une connerie de est-ce que il y a tel ou un tel. mignon ou de trucs comme ça. Hmm. Voilà, je vais vraiment avoir cette abstraction pour vous donner un ordre d'idée. Et là, j'étais assez fier de moi sur cet aspect-là. J'ai un membre de mon équipe en freelance, en vidéo, qui est vidéaste.
Et on avait un rendez-vous, donc c'était un vendredi soir. Et il me dit, ah, Maxence, désolé, je sais pas si tu as suivi ce qui se passe à Los Angeles, mais malheureusement, je vais pas pouvoir faire la visio avec toi là tout à l'heure pour qu'on finalise le devis parce que c'est grave la merde ici. Et là, dans ma tête, bah, je fais, bah non. Donc je tape dans Google Los Angeles et là, je vois les incendies qu'il y a eu en janvier Ah 2025 oui, oui, qui ont embrasé Los Angeles. oui, Et là, aussi, j'étais fier de moi dans le sens, bah, j'étais content que quelqu'un de mon équipe me l'apprenne, parce que lui, il était à Los Angeles, justement, il était à Los Angeles parce qu'il il est souvent en tournage là-bas. Euh, et j'étais content de me dire bah, que c'est quelqu'un qui me l'a apporté cette information, puisque je fais tout pour ignorer le monde extérieur. Et effectivement, bah, quand j'ai tapé dans YouTube et dans Google, bon, moi j'ai compris la merde que c'était à Los Angeles avec les incendies. Et c'est cette discipline-là que vous devez avoir le plus possible. Parce que, bah, comme récemment, il y a eu les droits de douane de Trump, bah, les gens vont vous en parler. Même quand tu ne suis pas le truc vraiment bien, bien hardcore, c'est tu es au sûr. courant. Donc, d'où l'important. Donc, voleurs de temps, réseaux sociaux, médias, radio. Ça, c'est les premiers voleurs de temps. Ensuite, deuxième voleur de temps, ça peut être les gens que vous avez connus dans votre environnement il y a 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, mais vous avez évolué, donc ça ne vous intéresse pas d'aller à un bowling ou je ne sais quoi, une soirée anniversaire, donc vous devez aussi savoir dire non. Moi, j'ai l'avantage par défaut, je le dis souvent, ne m'invitez pas, ça va pas me vexer, et ainsi de suite. Donc, par principe, je dis aux gens, je vais dire non. Donc, après, c'est mieux pour toi que tu m'invites pas parce que de toute façon, ma réponse va être non. Et ensuite, le troisième voleur de temps qui peut avoir lieu, c'est potentiellement, là, c'est plutôt professionnel, donc business, entrepreneurial, investissement. Ça serait des gens qui pourraient vous demander des choses et ensuite, vous, le jour où vous leur demandez un truc qui vous snob, bon, bah, ça, c'est des gens que vous, ça m'arrive toujours une ou deux fois par an, c'est quand même relativement rare, mais des fois, des gens qui vont tout le temps nous demander des trucs, mais vu qu'ils ont un certain niveau, bah, tu les aides et si toi, tu leur demandes un truc et ils te snobent, entre guillemets, C'est que dans un sens, mais pas dans l'autre. voilà, bah, ça m'arrive à peu près une fois par an. Évidemment, j'arrête la relation. Je me dis, bah, toi, tu m'as demandé 15 trucs, je te les ai dit, donnés. Moi, je te demande un truc que tu as la réponse et qui m'aiderait fortement. Et là, bizarrement, tu me snobs. Bon, bah, ciao, hasta la vista, quoi. Voilà, donc, si on doit résumer, numéro un, les médias, donc réseaux sociaux, télé, radio, journaux, etc. Ensuite, numéro 2, tout ce qui est relié à la société. Donc, vos connaissances, votre réseau, ainsi de suite, qui, une nouvelle fois, bon, vous avez rien contre les gens, mais si je commence à aller à chaque soirée d'anniversaire de connaissances que j'ai, bon, bah, je suis en soirée 300 jours par an, donc ça va pas marcher. Et numéro 3, l'aspect plus rapport professionnel et tout ce qui va avec, c'est là aussi de regarder est-ce que bah, moi, je suis quelqu'un de très généreux de manière générale, mais si je donne à quelqu'un 10 trucs et que le jour où je lui demande, parce que je suis quand même relativement quelqu'un qui demande rarement des choses parce que j'ai cette notion un peu de générosité, mais quand même, si je te demande un truc et que tu me snobs, bon, bah là, ça va quand même, ne me redemande pas un truc dans 1 an parce que, voilà, quoi, je t'ai donné 15 trucs, je te demande un truc, tu me dis non. Ciao, hasta la vista, mi amigo, my friends. Voilà. Entre guillemets. Ok, j'ai une question. Dans le business, il y a un certain nombre de choses qui permettent de progresser. Notamment, il y a ce qu'on appelle les KPIs, les Oui. indicateurs clés en fait de performance. Et toi, je voulais savoir quels étaient tes indicateurs que tu pouvais suivre régulièrement pour scaler ton business. Ouais, bah, très bonne question. Bravo à toi, Thierry. Je regarde uniquement que 5 indicateurs dans mon entreprise qui sont les 5 indicateurs suivants. Donc, premier indicateur que 100% des entrepreneurs et chefs d'entreprise doivent regarder, c'est le flux de trésorerie. Donc, qu'est-ce que c'est le flux de trésorerie? C'est les futures recettes et futures dépenses de l'entreprise. Donc, pourquoi? Puisque finalement, si on doit résumer l'entrepreneuriat et le business par rapport à ça, c'est où est-ce que j'en suis dans mon flux de trésorerie. Si on a plus de recettes que de futures dépenses prévues, bah, ça nous permet de pouvoir scaler. Et si à l'inverse, bah, on voit que on a 50 000 euros de dépenses qui est prévu le prochain mois et qu'on n'a que 40 000 euros de recettes qui vont arriver, donc sur 1 mois, ça peut être le cas parce qu'il y a une grosse dépense. Je prends l'exemple quand je dois payer mon séminaire.
bah oui, je peux être sur le mois être en flux de trésorerie négatif, mais c'est anticipé. Donc le flux de trésorerie, selon moi, et c'est comme ça qu'on fonctionne dans mon business, c'est que dès que je vois que ça baisse, qu'on va commencer à être, entre guillemets, à avoir plus de dépenses que de recettes, ok, bien, on met des opérations commerciales et tout ce qui va avec ensemble. Donc ça, c'est le premier élément, flux de trésorerie. L'élément le plus important et selon moi qui doit être regardé toutes les semaines ou tous les jours, ça va dépendre de la business. Et puis, si tu t'appelles Carrefour, tu regardes ça toutes les heures, entre guillemets, par rapport à toutes les notions de stock et tout ce qui va avec. Ensuite, deuxième KPI, la trésorerie. Donc, combien de cash ai-je à l'instant T directement sur le compte professionnel de ma trésorerie d'entreprise. Donc, du coup, là aussi, c'est ce que je fais personnellement. J'ai toujours 100 000 euros ou plus, puisque j'ai à peu près en charge fixe environ 20 000 euros par mois. Donc, ce qui D'accord. me permet de me dire, OK, là, flux de trésorerie, ce qui est mon cas, hein, mais je regarde toujours le flux de trésorerie, c'est encore plus important que la trésorerie. Je me dis, OK, on aura plus de recettes le prochain mois que de dépenses, donc on peut y aller. Parfait, merveilleux. Ensuite, bah, j'ai le deuxième backup qui est ma trésorerie. J'ai toujours un 100K pour faire face à quelques imprévus X, Y, Z. Donc ça, c'est le deuxième KPI. Ensuite, le troisième KPI, on regarde le coût d'acquisition client, ce qu'on appelle le CAC. Mhm. Donc, combien dois-je investir en marketing, vente, outils pour acquérir un nouveau client? Donc, nous, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 398 euros. Donc, le coût marketing, vente, donc ce qui est relativement bas. Pourquoi? Parce que on a un bon bouche-à-oreille, une réputation, etc. Et de la pub, de l'organique, du payant, tu fais les deux. Ah, je fais tout. Ouais, Parrainage, partenariat, pub. t'as Ads, t'as du Google Ads. Ouais, principalement Meta et Instagram. Ok. Hmm. Donc, numéro 3 le CAC. Numéro 4 la marge par produit. Donc, ça, vous devez, et c'est aussi pour cette raison, si on rebondit au tout démarrage de cet entretien, la marge. Donc, Internet permet d'avoir des marges de 30 à 60% en plus. Donc, moi, jamais de la vie, je lancerai une offre où j'ai une marge brute inférieure à 30%. Et souvent, je vais plutôt lancer des produits où j'ai des marges au moins 60%, ce qui permet justement quand il y a des challenges, d'avoir encore une marge intéressante pour faire face au challenge. Alors que si vous avez une marge d'entrée de jeu à 20%, ben évidemment, si je reprends l'exemple célèbre des droits de douane de Trump sur les autres pays, bah forcément, s'il dit maintenant il y a 15% sur le prix, vous aviez 20% de marge, vous vous retrouvez à 5% et rapidement, vous pouvez avoir l'effet ciseau, boom, faillite et tout ce qui va avec parce que votre marge de démarrage est faible. Et le cinquième critère, c'est la lifetime value. Donc, j'aime pas trop le terme de valeur à vie. TV. Cependant, voilà, la LTV, nous, on regarde juste deux critères, valeur à un an et valeur à 3 ans. Voilà, Ok. donc j'ai une valeur moyenne à un an de 5 000 euros par client. Donc, on a peu de clients, entre guillemets, mais un bon panier moyen, donc 398 euros de coût d'acquisition, 5 000 euros le panier moyen, et après, j'ai environ, entre les coûts fixes et la livraison, à peu près 1 500 euros de coût par client. Donc Hein. j'ai une marge, alors non, pardon, j'ai un peu plus parce que j'ai une marge par client de 2 000 euros. Donc ça veut dire que non, j'ai 2 500 euros de coûts de livraison, de charges fixes, etc. Donc quand un client à 5 000 euros paye, j'ai 398 euros de coût marketing. Et Ok. ensuite, les 2600 euros d'environ, entre les coûts fixes du business, la livraison, vu qu'on fait du done for you que je vous ai évoqué tout à l'heure, donc c'est des gens à payer qui font partie des coûts fixes et tout ce qui va avec. Et il me reste un bénéfice par produit de 2000 euros. Donc si j'ai 200 clients, 400 000 euros. Si j'ai 150 clients, 300 000 euros. Si j'ai 300 clients, 600 000 euros, etc., etc. Donc j'ai pris la part du principe d'avoir un business où on a quelques centaines de clients par an. Donc, on tourne aux alentours de approximativement à peu près on fait quasiment 1,5 million, donc ça veut dire 300 clients. On a à peu près un peu moins de 300 clients par an, et ce qui permet d'avoir un, un bénéfice de quasiment 500 000 euros. Non, on a un peu plus de 500 000 euros de bénéfice. Parce que le mastermind, on a une marge un petit peu plus importante que 2 000 euros par produit. Donc, 2 000 euros par vente pour tunnel de vente. Et puis le mastermind, on a une marge un petit peu plus importante. Mais voilà, tout simplement pour vous dire qu'on a peu de clients, entre guillemets.
environ 300 clients. Voilà, on ne cherche pas à avoir des milliers de clients, Ce que tu mais disais tout à l'heure, c'est l'avatar que tu vas choisir. ouais, exactement. Et ce qui permet, bah, vous le savez aussi certainement, plus il y a de clients, bah, plus il y a de la gestion, plus il y a de SAV, plus, entre guillemets, vous avez aussi, voilà, je préfère être, entre guillemets, si on doit faire un extrême, un exemple extrême pour illustrer mes propos, je préfère être une Rolls, une Lamborghini, moins de gens, mais j'ai les gens les plus motivés, qualifiés du marché, que faire du Leclerc ou du Auchan, où là, j'ai tout le monde, mais tu as aussi bah, beaucoup d'emmerdes parce que forcément, quand tu as du mass market, tu as beaucoup de choses additionnelles à gérer versus quand tu as une certaine clientèle qui est un peu plus haut de gamme. Ok. Ok. Donc, si je Alors, récapitule les cinq, donc flux de trésorerie, trésorerie, CAC, donc coût d'acquisition client, marge par produit, marge par service, et la lifetime value, donc la valeur à 1 an et la valeur à 3 ans du client, c'est uniquement ces cinq indicateurs, mais qu'on regarde quasiment, bah, bon, flux de trésorerie, trésorerie, ça je regarde toutes les semaines, ça c'est clair, voire quasiment tous les jours dans des périodes de lancement. Et ensuite, le reste, bah, on fait globalement un bilan par mois, par trimestre, et puis surtout un gros bilan annuel que j'aime bien faire pendant les fêtes de fin d'année, tranquillement, entre le 20 décembre et le 31 décembre, ce qui me permet de repartir sur le bon pied pour une nouvelle année. ok. Dis-moi, on a parlé d'avatar. Alors bon, on a compris que tu allais chercher un avatar avec un peu plus de business, mais quelqu'un qui serait novice en fait dans le business, qui démarrait de zéro, un peu comme toi il y a une quinzaine d'années, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Par quoi commencer, quoi? Alors pour moi, 100% des gens doivent se poser la question sur le positionnement unique. Donc je vais donner, pour avoir l'avatar, et je vais vous donner un exemple concret qui va Hmm. parler à tout le monde que je vis à Tallinn en Estonie. Donc en fait, un avatar, il y a les raisons externes et les raisons internes. Donc je vais illustrer mes propos. Donc typiquement, moi je vais aller chez, d'ailleurs demain, je vais chez le coiffeur en Estonie. Donc je vais pour des raisons externes. Donc je vais chez un coiffeur en Estonie pour les raisons externes qui sont les suivantes. Donc, il y a deux bénéfices majeurs. Le premier, j'ai pas besoin de prendre de rendez-vous. Et le deuxième, je suis garanti d'être pris dans les 15 minutes. Donc, même si le coiffeur, c'est peut-être pas le meilleur coiffeur de Tallinn, mais c'est un coiffeur qui est très satisfaisant. Mais là où il se distingue et il a une clientèle comme moi, c'est tout simplement de dire, OK, on va se distinguer sur, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. Et quel que soit le moment où tu arrives, tu es garanti d'être pris dans les 15 minutes. Donc demain, quand je vais me pointer, bah, je sais, bah, quand je vais passer en marchant, je sais que dans les 15 minutes, je serai prêt. Et du coup, en Estonie, une coupe à peu près comme je fais, c'est 20 euros. Et bah, chez lui, je la paye 30 euros. Donc il facture 50% plus D'accord. cher puisqu'il y a cette notion de rapidité. Et évidemment, bah, comme mon temps a une certaine valeur, bah, c'est avec grand plaisir de payer 10 euros de plus, puisque j'ai pas envie d'attendre, j'ai pas envie de prendre de rendez-vous, etc. Donc ça, c'est les raisons externes que vous pouvez vous distinguer. La notion de rapidité, notion externe, mais ça peut être des raisons. Ensuite, autre exemple, donc là, c'est les raisons plutôt internes. Donc je vais prendre l'exemple de mon épouse Patricia Pluton, donc, qui est d'origine martiniquaise, donc elle a les cheveux afro. Donc en Estonie, à Tallinn, la capitale, il y a 450 000 habitants. Sur 450 000 habitants, il y a peut-être 1000 personnes qui ont les cheveux afro, donc il y a 449 000 personnes qui sont comme Thierry ou comme moi, ou etc. Oui. Cependant, comme la coiffeuse est la seule de Tallinn à faire les cheveux afro, eh bien mon épouse doit prendre rendez-vous, du rendez-vous l'un sur l'autre, comme elle va à peu près chez le coiffeur une fois par mois Ouais. et elle paye plus cher que C'est la les rareté, ouais. La prix de rareté. Paris. Voilà, monopole. Donc une bonne coupe, ça lui revient peut-être à Patricia, peut-être 200 euros, alors qu'à Paris, ou elle était à Melun exactement, c'est peut-être 100. Alors, les prix exacts, mais peut-être elle paye 180 euros à Tallinn, alors qu'à Melun, elle payait 120 euros ou 150 euros. Ouais, je comprends. Ouais. Donc voilà, et souvent l'erreur qu'on va faire, comme dans toutes les grandes villes, il y a je ne sais pas combien de coiffeurs en Estonie, mais euh, si moi, personnellement, je lançais un salon de coiffure en Estonie, à Tallinn, je serais spécialisé sur les roux, les rousses, ou spécialisé pour les blonds, les blondes. Ou alors, je ferais la notion que je vous évoquais de la personne, je serais un autre coiffeur qui te garantit de venir dans les 15 minutes sans prise de rendez-vous.
Vous devez avoir un positionnement unique parce que si vous êtes le coiffeur, ok, bah, je te fais la coupe comme tout le monde. Bon, bah, alors oui, vous allez avoir des clients parce qu'on doit tous aller chez le coiffeur et on est nombreux sur cette terre. Cependant, entre guillemets, il n'y a aucune distinction et vous allez tirer les prix vers le Caler, bas. quoi. Faut pas monter les prix, forcément. Ouais, les prix seront merdiques, votre marge sera mauvaise et c'est ce qui amène à beaucoup d'entrepreneurs à galérer et ainsi de suite parce qu'il n'y a pas de distinction. C'est comme si vous dites, si je vous dis une baguette de pain blanc, c'est 1 euro, ben, vous pouvez pas vous dire je peux la vendre à 3 euros. C'est pas possible. Si maintenant elle est sans gluten, sans lactose, il y a des olives dedans, elle a une saveur au saumon et maintenant vous dites c'est 2,90 €, bah, c'est incomparable. Et comme c'est incomparable, il y a une clientèle qui va dire ok, bah, moi ta baguette à 2,90 €, sans gluten, sans lactose, avec quelques olives, 100% bio dedans et à l'odeur du saumon fumé. Même si elle est peut-être à 3,50 €, il y aura des acheteurs parce qu'il n'y a pas la référence de la baguette de pain blanc comme Monsieur Tout-le-Monde. Vous devez casser en fait, en quelque sorte, le référence interne que l'on peut avoir. Donc dans l'exemple du coiffeur, bah, on doit casser soit avec une distinction roux, rousse, blond, blonde ou cheveux afro dans l'exemple de mon épouse, ou alors raison externe, rapidité, simplicité. Et là aussi, vous allez pouvoir facturer beaucoup plus cher. Ouais, c'est la politique de l'océan bleu finalement. On va aller chercher quelque chose qui nous différencie de l'océan rouge où il y a tous les poissons qui vont se bouffer entre eux. Ouais. Et Et pour on vous sera, donner on sera tout tranquille pour se développer, quoi. mon exemple personnel, bah, le Done for You. Nous réalisons les tunnels de vente des entrepreneurs. Bah, ça, c'est notre positionnement unique. Et puis ensuite, on a aussi dans le positionnement unique, on a le mélange de. Il y a des gens qui sont bons en coaching, mais ils sont pas bons en implémentation technique ou ils ne le font pas, évidemment. D'autres qui sont bons des agences, mais ils n'ont pas forcément ce côté coaching. Et nous, on associe les deux, coaching plus modèle agence, pour avoir vraiment une solution complète de Done for You. Mais la vraie question à vous poser, c'est qu'est-ce qui ferait que quelqu'un doit venir chez vous plutôt qu'aller ailleurs? Voilà. Quel est votre positionnement unique? Et grâce à ça, vous allez pouvoir attirer un avatar client idéal, mais tout part d'un positionnement unique. Et si vous n'en avez pas aujourd'hui, bah, c'est certainement ce qui vous empêche d'augmenter vos prix ou encore d'avoir un business très rentable et prospère, puisque justement, La stratégie business est vraiment importante, quoi. Faut y passer du temps avant de se lancer, quoi. ouais, ah, si vous êtes en prenant l'exemple d'un camion de pizza, bon, bah, s'il n'y a pas une particularité dans la pizza ou je ne sais quoi, et parfois, je vais donner un dernier exemple. Parfois, la particularité, parce que en Estonie, donc il y a un magasin, je connais très très bien le propriétaire qui s'appelle La Boulangerie. Donc lui, il fait à peu près même je dirais, c'est peut-être même plus cher que Paris, hein. C'est incroyable entre guillemets les prix. Mais dans la perception des Estoniens, bah, c'est un produit de luxe de manger français, etc. Donc si je devais donner cet exemple, si vous êtes un pizzaiolo incroyable, eh bien, vous pouvez dire bah, pizza italienne, etc. Mais si vous êtes à Dubaï, prenons cet exemple, bah oui, vous pouvez facturer une pizza 18 € au lieu de 10. Mm. Parce que la perception de je vais manger une magnifique pizza italienne. Comme la perception de mais je vais manger un magnifique pain au raisin, tout simplement français, qui est la classe pour les Estoniens. Donc, du coup, le pain au raisin, enfin, je regarde les prix, mais je sais que je me disais, ouais, c'est les prix de Paris, ou voire plus cher, ça. Alors que normalement, euh, donc c'est très rentable, du coup, pour le propriétaire, puisque bah, les gens achètent un produit haut de gamme. Exotique. Voilà. Pour... Donc, du coup, le positionnement unique, c'est très simple. Bah, c'est une simple boulangerie, mais au lieu d'être n'importe où en France, bah, il est à Tallinn. Aussi bête que ça. Donc, ça, c'est aussi un game pour ceux qui sont français un petit peu main opérationnelle. C'est de vous dire, OK, bah, je peux faire un truc qui est en France, que tout le monde aime, mais je le fais à l'étranger. Voilà. Et je pense que n'importe quelle boulangerie française, un petit peu partout dans le monde, la probabilité que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent est faible. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup qui se sont implantés aux États-Unis, qui ont même monté des chaînes entières, et ça cartonne, ouais, c'est sûr. Ah bah je comprends pourquoi. Parce qu'en Estonie, ça cartonne aussi. Bon, dis-moi, Maxence, on va clôturer cette interview. J'ai une dernière question. Quelle est la question qu'on ne te pose jamais?
et que tu aurais aimé qu'on te pose? Alors, on m'a posé énormément de questions, mais je pourrais dire comme ça, c'est avec les connaissances et compétences que tu as aujourd'hui, comment investirais-tu ton argent? Comment repartirais-tu de zéro dans l'entrepreneuriat et le business? Et alors, la réponse? Du coup, réponse à la question par rapport à l'entrepreneuriat. Si je devais repartir de zéro à travers un business, numéro un, je réaliserais du B2B. Là, c'est vraiment ce que je fais un petit peu, mais à moindre échelle. Pourquoi? Parce que la différence de facturation que tu peux faire entre le B2C et B2B est totalement colossale. D'ailleurs, ayant vendu énormément à des B2C, je vois la différence et surtout le terme de pricing. Voilà, Hmm. la chose est totalement différente. Donc, numéro un, si vous pouvez vous le permettre, du B2B. Numéro 2, avoir un business à cash flow avec une marge entre 30 à 60%. Donc, qui D'accord. dit business de marge à 30 à 60%, je me poserai la question suivante, est-ce que j'ai un business où le trafic est déjà là? Oui, ok. Donc, l'exemple que vous connaissez tous, l'immobilier, Mhm. Airbnb Booking, t'amène le trafic. Donc, du coup, bah, t'as pas de coût d'acquisition client, là, les fameux 398 euros que j'ai évoqués, qui est extrêmement faible dans mon exemple. Mais parfois, il y a des business, il faut dépenser des sommes astronomiques pour avoir des nouveaux clients. Bah, Ouais. aujourd'hui, si je devais repartir de zéro, ce qui rebondit dans les business physiques, emplacement, 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 bah, quand tu peux t'éviter le coût marketing le plus possible avec le coût commercial et le trafic est déjà là, bon, bah, si tu fais des offres irrésistibles, c'est impossible de ne pas avoir un business prospère. Donc, numéro un, B2B. Numéro 2, est-ce que mon business a tout simplement le trafic? Ou alors, est-ce qu'il faut que je paye? Ah, moi, je paye aujourd'hui pour avoir des clients. Par Mhm. exemple, ma villa au Costa Rica, bah, je ne paye pas pour avoir des clients dans la villa. C'est Booking qui m'amène des clients ou Airbnb qui m'amène des clients bah, Ouais. en payant une commission sur la réservation. Mais je veux dire, 100% pour Booking et 15 pour Airbnb, mais ouais. voilà, mais je veux dire, j'ai pas de coût marketing. Oui, c'est sûr. Si j'avais des plateformes qui me disaient, bah, tu as 18%, mais je t'amène des clients, Mhm. en soi, je serais OK de payer 18% parce que ça me coûterait moins de 18%, que je paye plus que 18% entre mon coût marketing, les outils, les coûts fixes et tout ce qui va avec. Voilà, donc ça. Et la troisième chose que ça, par contre, j'ai fait, donc je continuerai sur ce principe-là, c'est la fameuse marge entre 30 et 60%. Je vois trop de business, en fait, malheureusement. Prenons l'exemple, les boîtes de transport, les restaurants, les assurances, etc. Les marges, elles sont merdiques sur le papier. Donc, ayant fait justement un BTS Assurance en 2010 à Lyon, bien, évidemment, c'est compliqué de générer des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros de bénéfices par an, quand d'entrée de jeu, ton business model, si tu as 5% de marge, je prends l'exemple parce que c'est dit publiquement, donc je peux le dire, mais dans un podcast, le fondateur de Le Slip français, je pense que vous avez Ouais. déjà entendu parler, donc il expliquait qu'il réalisait donc plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc là, tu dis 20 millions, bah, entre guillemets, quand même, bravo, chapeau. Mais ils arrivaient à faire uniquement que 500 000 euros de marge, d'EBITDA, de profit, puisque, bah, évidemment, du Made in France et tout ce qui va avec, les coûts sont énormes. Et moi, je me faisais le calcul, ça veut dire que il a 97,5% de coûts, entre guillemets. Après, il y a des ajustements, c'est un petit peu moins, mais en gros, bah, moi, je fais plus de bénéfices que lui en faisant 14 fois moins de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'il a un effet ciseau qui est énorme, ce qui signifie, bah, l'exemple que j'évoquais tout à l'heure Et t'as aussi. pas le stock à gérer en plus. Ouais, voilà, le stock, les emmerdes et tout ce qui va avec. Donc, quand tu as un mec comme Trump qui dit bah, les droits de douane, c'est 10%, 20%, etc., et que il te reste, on va dire, 3 ou 5% de marge, bah, malheureusement, bah, c'est comme ça que des business meurent. Et vous connaissez tous des enseignes, hein. Il y a beaucoup d'enseignes de vêtements, des camailleux, je sais plus toutes les marques, mais beaucoup d'enseignes, et bah, game over, game over, game over, game over, parce que la marge est faible et si ça fait longtemps que vous êtes sur le business, vous savez comme moi que très peu de business dépassent les 10, 15 ou 20 ans à cause de ça. Parce que dès que tu as, il y a forcément des couilles qui arrivent. En 10 ans, c'est impossible de ne pas connaître l'hiver drastique dans son entreprise. Donc, quand tu as l'hiver drastique dans ton entreprise, c'est important d'avoir des marges intéressantes qui permettent de trouver un pivot. Alors que quand tu as des marges de merde, dès que tu as un gros challenge dans ton business, bah, malheureusement, ça amène à la faillite parce que, et en plus, couplé à ce que j'évoquais tout à l'heure,
comme ta cible, c'est du B2C, tu vas pas leur dire, bah, maintenant ton t-shirt, il est 20% plus cher, les gens vont dire, Oui, j'achète pas. Alors c'est que sûr. B2B, tu arrives encore à trouver des marges de manœuvre parce que voilà. Donc, rappelez-vous, B2B, si vous le pouvez, hein, si je redémarre un jour un business, mes trois règles, B2B, ensuite, avoir le trafic, en tout cas le coût marketing le plus faible en ma faveur. Et numéro 3, avoir une marge au strict minimum de 30% et dans l'idéal à 40, 50, 60 ou plus pour pouvoir, parce que c'est l'objectif quand même d'une entreprise, en plus d'impacter positivement des clients, c'est quand même de s'enrichir. Donc Ouais. pour avoir un bénéfice et du profit très intéressant dans votre poche avec tous les risques, efforts, ressources, temps, énergie que vous avez alloués. Ben écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview parce qu'elle était riche, très riche même. Avec plaisir. Je sais pas combien de temps on a passé. En tout cas, moi, j'ai pas vu le temps passer. Et je te remercie beaucoup, Maxence. Et je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait te retrouver pour des gens qui voudraient te contacter. Alors, je mettrai les liens sous la vidéo, mais donne quelques indications. On peut te retrouver. Quel est le créneau, le média le plus simple pour te contacter? Ouais, très simple. Donc, Maxence Rigotier, vous pouvez taper dans Google, sur les réseaux sociaux, YouTube. Vous allez me retrouver ou alors bah, vous tapez tunnel de vente et là aussi, vous tomberez directement sur moi. Donc, souvenez-vous, tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente. Et ensuite, j'ai la chance d'avoir un prénom et nom qui ne sont pas connus. Donc, vous allez forcément tomber sur moi, Maxence Rigotier, en faisant une recherche Google ou sur les réseaux sociaux, voire YouTube. Eh bien, écoute, merci Maxence pour ton temps précieux et j'espère que cette vidéo pourra aider un maximum de gens à comprendre les arcanes du business. Merci à toi, Thierry. Vive les entrepreneurs et chefs d'entreprise. Grâce à nous, le monde avance et évolue. Donc, merci Thierry, une nouvelle fois pour l'invitation. Salut Maxence, à bientôt. Ciao. Bye bye.